Bonjour, je suis Julien Bayou, conseiller régional en Ile-de-France et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et je viens de sortir un livre qui s'intitule « Désobéissons pour sauver l'Europe ». Alors Corinne Lepage, ancienne ministre du Logement de Jacques Chirac, dit qu'en matière d'environnement, nous sommes entrés dans une ère de régression. C'est aussi votre analyse ? En tout cas, avec ce gouvernement anti-écolo, oui, on est face à un rouleau compresseur, pas que sur l'environnement, malheureusement, on l'a vu avec la décision récente sur l'accessibilité des logements, passer de 100% l'objectif à 10%, évidemment, mais sur l'écologie, c'est flagrant. Glyphosate, la loi littorale qui était menacée, il faut être encore vigilant, et aucune avancée sur le nucléaire, par exemple. Rien que ça indique le peu d'ambition et puis le décalage béant entre les discours et les actes. Mais ce décalage, en fait, on le retrouve partout. C'est le même sur les réfugiés. Moi, je suis pour l'accueil des réfugiés, qu'on organise l'accueil, y compris au niveau européen. C'est le discours d'Emmanuel Macron, et les actes, c'est Gérard Collomb, et c'est le pire qu'on ait vu depuis des années. Sur l'écologie, vraiment, on vit une période de recul. Ils sont en train de tout s'aborder. Il est quand même utile en tant que numéro 2, Nicolas Hulot, au gouvernement ? Je me suis beaucoup posé la question, et je pense que maintenant c'est clair que non. Il perd ses arbitrages. Il faut dire qu'il a très peu de soutien dans l'Assemblée, et donc je crois que ça valide le fait que même les bons sentiments, même la popularité, et évidemment il est sincère et il est très populaire, sans rapport de force, vous ne construisez rien. Et ce rapport de force, il est aujourd'hui défavorable. C'est-à-dire que pour avancer sur l'écologie, en fait, je crois que ça finit de clore le débat sur l'écologie doit être partout, etc. Si vous voulez de l'écologie, il faut des écologistes, et il faut aussi aller contrer des lobbies. Et donc ça veut dire causer du tort à ces banques qui produisent du charbon, enfin, ou financent des projets charbonniers, ou causer du tort à Total, ou engager une vraie transition pour que ces grandes entreprises soient contraintes de faire la transition énergétique. Justement, sur les lobbies, on l'a vu lors de la loi alimentation et agriculture, ils ont été très présents jusqu'à inscrire et écrire les amendements des députés de la majorité notamment. C'est France Culture qui l'a révélé d'ailleurs. Comment on met fin à ces pratiques des lobbies, la présence des lobbies auprès des parlementaires, auprès des décisionnaires ? Il y a beaucoup de règles à adopter, notamment le Parlement européen qui a travaillé et qui est plus en avance sur ces questions. Il y a pas mal de démocraties, notamment nordiques, qui sont plus transparentes, plus éthiques. Ça, il y a beaucoup à apprendre des enseignements d'Eva Joly notamment. Mais là, on est confronté à plus grave en fait. C'est que normalement, les lobbies, c'est quelqu'un qui vient voir les élus pour leur dire quoi faire. Là, c'est carrément les élus qui sont devenus le lobby. Et donc ça, c'est vraiment autrement plus grave, et ça pose les questions du pantouflage, c'est-à-dire des allers-retours entre le privé et le public. Je pense à, évidemment, Kohler, qui est le secrétaire général, c'est-à-dire un des hauts fonctionnaires les plus hauts placés. C'est difficile d'avoir plus d'influence que lui. Et ces allers-retours entre le privé et le public, et la confusion entre les intérêts de quelques-uns et l'intérêt général, c'est en train de tuer la confiance qu'on a dans notre démocratie. Donc, moi, je suis pour des règles archi strictes qui vont peut-être nuire aux carrières de quelques-uns, quelques-unes, mais c'est pour le bien du plus grand nombre. Sur le glyphosate, vous dites, j'ai lu dans une interview que vous avez donnée, vous dites que ça n'est pas la faute de l'Europe. Ça veut dire que c'est la seule et unique responsabilité des députés de la majorité qui n'ont pas voulu interdire le glyphosate ? Non, ce que je veux dire par c'est pas la faute de l'Europe, c'est que c'est trop facile de dire c'est la faute de l'Europe quand la France n'a pas fait son boulot. La France a une voix qui pèse en Europe, et quand on se retrouve avec un scandale sur le diesel par exemple, c'est tout simplement que l'Allemagne a voulu protéger Volkswagen, l'Italie Fiat, et Ségolène Royal pour la France a voulu protéger Renault et Peugeot qui sont très dépendants du diesel. Et c'est tout le temps comme ça. Et donc en fait on manque plutôt d'Europe, d'un Parlement européen puissant qui pourrait contraindre à adopter des solutions dans le cadre de l'intérêt général, que de trop d'Europe. Voilà. Et clairement, en France, le gouvernement de Macron a joué un double jeu. Dans les discours, et notamment pendant la campagne, c'était oui, le glyphosate, il faut en sortir. Et puis, dès que la question se pose très concrètement d'inscrire la sortie sous 3 ans, sous conditions, en aidant les agriculteurs, etc., mais qu'elle se pose vraiment et de l'inscrire dans la loi, eh bien, il n'y a plus personne. Qui défend l'écologie aujourd'hui, Julien Bayou ? Les écologistes, les associations, évidemment,
Je pense que beaucoup de citoyennes et de citoyens font leur chemin. Moi, je pense vraiment que l'écologie, c'est à la fois le chemin individuel, chacun à son rythme, peut-être réduire la consommation de viande, changer de mode de transport, quitter la Société Générale qui a des filiales dans les paradis fiscaux pour des banques qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Le chemin individuel, le chemin collectif, c'est la résistance à Europa City ou aux projets comme Notre-Dame-des-Landes. Et puis, prendre le pouvoir dans les institutions pour en changer les règles. C'est-à-dire que si vous et moi, on devient complètement végétarien ou qu'on on fait des efforts drastiques pour ne plus polluer dans le cadre de nos transports, ça n'empêche pas Lafarge de polluer abondamment ou Total ou autre d'aller explorer dans l'Arctique, etc. Donc il faut bien sûr faire ce chemin individuel. Il faut aussi investir les institutions et changer les règles du système. Et pour investir les institutions, Europe Écologie Les Verts est encore aujourd'hui utile pour défendre l'écologie? Oui, utile, oui, à renouveler de fond en comble aussi. Il faut le renouveler? Oui, complètement, bien sûr. Je pense qu'on est même à la fin d'un cycle qui interroge tous les partis, mais en particulier pour les écologistes, on va dire qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. C'est-à-dire, moi je suis porte-parole, quand je parle du diesel, je ne passe plus pour un fou. Quand je parle des perturbateurs endocriniens, vous avez quelques journalistes qui disent oui, on s'en moque, bien sûr. Beaucoup d'ailleurs dans l'opinion. Mais c'est tout à fait différent de mes prédécesseurs et prédécesseuses qui, eux, passaient pour des illuminés. François Verret, un seul exemple, parle depuis 20 ans des perturbateurs endocriniens, depuis la fin du siècle dernier, et évidemment, il était très très mal considéré. Donc cette prise de conscience sur le climat, sur le diesel, sur le nucléaire, sur le coût, les dangers bien sûr du nucléaire, mais aussi sur son coût économique, elle prend dans l'opinion, il y a une attente. Et maintenant, donc ça c'est un acquis des écologistes tant politiques qu'associatifs. Et maintenant la question qui se pose, c'est qu'en fait il faut investir ces institutions, prendre le pouvoir pour changer ces règles parce que le climat n'attend pas. Vous venez de publier Désobéissons pour sauver l'Europe aux éditions Rue de l'Échiquier. Il y est question d'austérité, de politique migratoire, de défis climatiques aussi. Vous dites que face aux dérives de l'Europe, le seul plan possible c'est la désobéissance. Ça veut dire quoi très concrètement? Concrètement, moi je suis très très attaché à l'Europe, mais on est dans une impasse. C'est-à-dire que l'austérité, le statu quo, le fait pour Macron de faire le bon élève, d'essayer de négocier ceci, cela avec Merkel, ça ne fonctionne pas, et que c'est en train de tuer le projet européen. C'est ce qui a conduit à imposer l'austérité à la Grèce, c'est ce qui a conduit à refuser toute solidarité dans l'accueil des réfugiés avec l'Italie. On a laissé l'Italie en première ligne. Et ces politiques, cette absence de solidarité, conduit au chaos, conduit à la montée des extrémismes, des populismes, à la fin de l'Europe en fait. Face à ça, il y a des gens qui vous disent, bon, dans ce cas-là, on en sort. Je trouve que c'est encore plus dangereux parce que quand on veut régler la question de l'accueil des réfugiés, c'est pas derrière les frontières de la France qu'on va y arriver plus facilement. Si vous voulez vous attaquer à l'évasion fiscale d'Amazon, Facebook, etc., c'est pas derrière les frontières de la France qu'on va y arriver plus facilement. Et quand on parle de climat, l'échelle européenne est à minima le bon niveau. Donc au contraire, il faut réinvestir l'Union européenne. Et puis, arrêter les faux semblants. Si on dit on veut lutter contre l'évasion fiscale, eh bien on en fait un point de clivage majeur et on va confronter ces élites qui ont trahi, qui ont facilité le fait pour les plus riches et les grandes entreprises d'échapper à leur part de l'impôt et en faire un sujet. Et dans ce cas-là, si on ne peut pas avancer sur la fin de l'unanimité en matière fiscale, eh bien désobéissons. Voilà. Pourquoi respecter ces 3%, cette règle, si dans le même temps, vous nous empêchez d'avoir la juste part des impôts payés par les grandes entreprises? Désobéissons pour engager ce plan de transition énergétique, parce que c'est un investissement, ça crée des emplois, c'est notre responsabilité de lutter contre le dérèglement climatique, et puis parce que c'est ce que l'ensemble de l'opinion publique attend. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude d'opposer les peuples les uns contre les autres, vous savez, les Français contre les Allemands, les Grecs contre je ne sais pas qui, le plombier polonais, etc. Il y a deux sujets, quand je me suis plongé dans ce bouquin « Désobéissons pour sauver l'Europe », deux sujets qui rassemblent par-delà les frontières, c'est la lutte contre l'évasion fiscale. Même au Luxembourg, il y a 2/3 des Luxembourgeoises et Luxembourgeois qui disent « on ne fait pas assez, il faut lutter, l'Europe doit agir ». Et la transition énergétique, et même par exemple en Pologne où ils sont très dépendants du charbon, ils disent on ne fait pas assez et on veut que l'Europe agisse. Et donc ça c'est vraiment un plan qui peut rassembler la population européenne et prendre à revers leurs dirigeants qui ont failli aux promesses.
Alors réinvestir l'Europe, c'est la désobéissance, j'ai bien entendu, mais c'est aussi, j'imagine, vous le disiez tout à l'heure, investir les institutions européennes. Les européennes, c'est dans un an. C'est quoi l'enjeu principal de ces prochaines élections? Et en fait, il faut mesurer le temps qui a passé depuis les dernières élections en 2014, où peut-être qu'on a voté un peu comme ça, bon, bah, l'Europe, c'est un acquis, c'est irréversible, donc on vote. Le FN est arrivé en tête d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'on s'y intéresse, est-ce qu'on ne s'y intéresse pas, etc. Depuis, bah, il y a eu la punition infligée à la Grèce, il y a eu, on a envisagé le fait qu'elle quitte l'euro, il y a le Brexit, c'est-à-dire que ce qu'on pensait qui était irréversible, eh bien en fait, l'est pas du tout. Sur une simple mauvaise négociation de Cameron à Bruxelles, ce qui n'était pas envisagé, c'est-à-dire le référendum a eu lieu, et en plus, le Brexit est arrivé. Et maintenant, on a l'Italie, mais il y a aussi l'Autriche ou la Hongrie. Donc en fait, ces élections de 2019, elles sont tout simplement cruciales. On est peut-être en train de vivre une accélération de l'histoire et peut-être une précipitation de la fin de l'Union européenne parce que les élites, les libéraux l'ont kidnappé. Et donc, il faut se réapproprier et envoyer des gens aux élections européennes qui veulent jouer ce rapport de force. Je pense qu'on peut trouver un rassemblement des, bien sûr, écologistes, humanistes, parce que la question de l'accueil des réfugiés est cruciale, progressistes et pro-européens. Ça veut dire que vous allez plaider, vous, en tout cas, pour des accords avec vos partenaires traditionnels de la gauche? Vous ne partirez pas seul aux élections européennes? Ça, c'est en débat. Moi, je suis porte-parole d'Europe Écologie Vert, donc je peux vous dire que c'est en débat. Je peux vous dire aussi mon sentiment, c'est qu'on doit... c'est bien beau d'avoir des belles idées, il faut trouver et expliquer comment les mettre en œuvre. C'est pour ça que je prône cette désobéissance, parce qu'il faut expliquer comment on passe du dire au faire. Et il faut aussi accepter de construire un rassemblement qui puisse jouer ce rapport de force. Et donc je pense vraiment qu'il y a un moment dans ces européennes, et avant, parce que le prochain Conseil européen décisif, c'est fin juin, pour organiser un rassemblement des écologistes, progressistes, humanistes, pro-européens. Et je pense que ces 4 critères, avec bien sûr la question de la démocratie, c'est un chemin de route décisif pour les élections qui viennent. Hier, nous recevions Yann Brossa, qui a été investi par le Parti communiste français pour être chef de file européenne, justement. Il vous a posé une question sur les immeubles vacants. On se souvient de vos engagements au sein du mouvement de Jeudi Noir, et il vous demande à quand une nouvelle mobilisation devant un immeuble vacant pour mettre la pression sur les immeubles vacants, justement, qui appartiennent à l'État. Eh bien, merci Yann, c'est une super idée. Je suis tout à fait partant. En plus, clairement, bon, moi, ça me manque un peu. Je pense que ces mobilisations à la fois festives et puis très radicales de Jeudi Noir, du droit au logement, de la Fondation Abbé Pierre, à l'époque avaient fait changer le regard, avaient permis de faire évoluer la loi, notamment sur l'encadrement des loyers, avec l'offensive généralisée sur la loi logement Élan. Il faut reprendre et moi, ça me manque pas mal. Donc bien sûr disponible et partant pour de nouvelles réquisitions. J'ai une dernière question, Julien Bayou. Il y a des grèves de la SNCF en ce moment, les manifestations, la fête à Macron, la marée populaire où vous étiez. C'est quoi la suite? Vous croyez à un sursaut populaire du mouvement social? C'est difficile de faire des prédictions. Moi, j'ai passé un beau moment dans la marée populaire parce que c'est quand même assez inédit d'avoir 50, 60 organisations qui mettent de côté les égos et puis qui disent voilà, on porte un projet de société, alors on n'a peut-être pas les mêmes stratégies ou le curseur du pourcentage est peut-être un peu différent de ci, de là, mais on partage vraiment oui, un imaginaire commun, un projet de société. Et donc avançons ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, je pense que l'enjeu maintenant, c'est de trouver de nouvelles formes pour relayer ça. C'est-à-dire que tout le monde peut pas faire la grève. Alors vous pouvez participer à la cagnotte pour soutenir, mais tout le monde ne peut pas non plus passer l'après-midi, voilà, si vous avez des enfants, je sais pas, en manif, etc. Et donc il faut pouvoir trouver d'autres moyens de relayer cette envie. Parce que l'intérêt, encore une fois, c'est de dire on est toutes et tous concernés par ces attaques. Il y avait un papier qui disait Macron, les démolisseurs. C'est vraiment la loi littorale, on démolit, l'accessibilité handicap, on démolit, service public hospitalier, on démolit. Évidemment, on voit l'accès à l'université, Parcoursup, on démolit. Et donc, on a tout à reconstruire. D'abord, il faut stopper la démolition. Merci beaucoup Julien Bayou. Demain, je recevrai Gilbert Garel, l'ancien secrétaire général de la fédération CGT Cheminots. Il préside aussi l'Institut CGT d'Histoire Sociale. Vous avez une question pour lui? Eh bien, 2. Déjà, comment on appelle un chat qui conduit un train?
Voilà, ça c'est pour la question pas sérieuse. Et puis la question sérieuse, c'est que on est 50 ans après mai 68, on a une offensive sur les cheminots qui ressemble un petit peu à la bataille de Thatcher, c'est-à-dire en gros s'en prendre aux cheminots pour ensuite, comme des dominos, attaquer en séquence tous les autres soutiens du service public. Moi, je ne suis pas cheminot, je participe à la cagnotte tant que je peux, je fais évidemment toutes les manifs de soutien. Comment est-ce qu'on peut associer celles et ceux qui ne sont pas cheminots et organiser des modes d'action qui permettent à chacune et chacun de prendre sa part dans ce mouvement commun?